économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dédiée au fonds d'urgence ou ce que l'on peut appeler également l'épargne de précaution. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, je reprends la vidéo que j'avais faite en fin septembre, début octobre 2023, donc ça date un tout petit peu. Mais comme il y a beaucoup de gens qui viennent de se mettre au budget, les méthodes des enveloppes budgétaires, qui ne connaissent pas forcément l'intérêt de chaque épargne, je trouvais ça assez judicieux finalement de repositionner un petit peu les choses en remettant au goût du jour et puis voilà, pour pouvoir donner quelques petits indices comme ça pour vous apprendre certaines choses. Alors bien sûr, je ne suis pas du tout du métier, je suis pas du tout conseillère financière. Voilà, c'est juste une vulgarisation de ce que j'ai pu lire de ça et de là et de ma propre expérience. Hein. Donc voilà, cette vidéo va s'articuler en 5 points. Le premier point, c'est la définition, en fait. Qu'est-ce que c'est ce fonds d'urgence? Le deuxième point, c'est pourquoi il est judicieux de le mettre en place. Le troisième point, ça sera comment définir ses objectifs. La quatrième partie, ça sera comment calculer son fonds d'urgence, puisqu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et cinquièmement, où mettre ses épargnes dans l'idéal. Voilà. Eh bien, on y va. Je vais surtout raconter. Hein. Donc, il n'y a pas grand-chose à regarder. Donc, vous pouvez vaquer à vos occupations. J'ai quand même mis ma petite feuille parce que, voilà, je ne veux pas vous raconter de bêtises. Mais, voilà, je voulais absolument... J'ai pas scénarisé, mais j'ai fait un script, en fait, pour pouvoir ne pas dire de bêtises. Bon. Donc, déjà... Donc le fonds d'urgence ou épargne de précaution. J'aurais pu écrire un peu plus droit. Voilà. Fonds d'épargne. Oh là là. C'est écrit moche, c'est écrit de biais, c'est pas grave. Bon, allez, fonds d'urgence. On va rester comme ça, ça fera moins de biais. Alors premièrement, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une réserve financière. Hein. En fait, c'est quelque chose qui va vous permettre de pallier, soit en partie, soit en totalité, à des coups durs de la vie. Et qu'est-ce que c'est que ces coups durs de la vie? Eh ben, par exemple, ça va être une perte d'emploi, un arrêt maladie qui engendre une perte de revenus, une voiture qui tombe en panne, alors que c'est le moyen de locomotion pour pouvoir partir aller travailler. Donc, effectivement, sans ça, on peut peut-être pas aller gagner notre pain quotidien, dirons-nous. Ou bien, je sais pas, moi, une chaudière qui tombe en panne. Enfin, des choses qui ne sont pas du tout prévues. Hein, c'est de l'ordre de le truc qui nous tombe dessus. Et voilà, pour lesquels on a vraiment besoin de trouver une solution immédiate. Voilà, donc ce sont effectivement des petits exemples comme ça qui méritent souvent de trouver des grosses sommes quand même. Hein. Voilà, il faut remédier tout de suite à ces difficultés, puisque voilà, sans bagnole, on ne peut pas aller travailler, par exemple. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué. Donc là, du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, forcément, c'est de l'urgence. Hein. C'est de l'urgence. Hein. Comme je vous ai dit, une voiture pour laquelle vous avez nécessité d'utiliser pour aller travailler, eh ben, sans cette voiture... Voilà, vous êtes obligé de trouver des solutions pour cette urgence. Et voilà, c'est un besoin indispensable qui doit être résolu. Indispensable. Et je mets bien c'est un besoin indispensable. Hein, c'est vraiment le truc, on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est ce que nos anciens, en fait, ils appelaient un bas de laine. Vous voyez, c'était pour les soulager et c'est pour vous soulager lors de vos difficultés financières. Alors, je mets quand même un petit distinguo. Ça n'est pas du tout pareil que l'épargne de projet. Je vous donne un petit exemple quand même de cette épargne de projet. Et les épargnes de projet, par exemple, c'est ce qui va permettre de financer des objectifs à long terme.
c'est-à-dire une acquisition immobilière par exemple. Ça peut être une préparation pour un fonds de retraite, hein, ou bien pour les études de vos enfants, ou le permis de conduire de vos enfants, ou peu importe. Et ça s'appellera à ce moment-là une épargne de projet. Donc là, on est vraiment sur autre chose. Donc je voulais absolument mettre l'accent sur faire un distinguo, si vous voulez. Voilà, donc là, on a vu ce que c'était. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi il semble judicieux de mettre en place cette épargne? Eh bien, elle me semble, en fait, cette épargne me semble vraiment indispensable parce qu'elle va éviter plein de choses. Elle va éviter le stress des dépenses imprévues. Hein, voilà, c'est en général des dépenses qui tombent toujours au mauvais moment. Hein, ça c'est clair, à chaque fois qu'on dit ah là là, et c'est justement ce mois-ci que je n'ai pas de sous. Bah oui, c'est toujours la loi des emmerdements, vous savez, hein, clairement. Quand il y en a un, il y en a plein, et quand c'est pas le moment, et ben c'est là que ça tombe en général. Donc voilà, donc ça évite d'avoir ce stress des dépenses imprévues. Ça permet d'avoir de la tranquillité d'esprit, hein, voilà, parce que quand on sait qu'on a des moments de crise, on va avoir besoin de recourir à des besoins essentiels, c'est-à-dire payer son loyer, remplir son frigo, ne pas avoir besoin de demander de l'aide financière à notre famille, par exemple, ou à nos proches, parce que peut-être ces gens-là sont aussi dans la même situation que nous. Donc, voilà, ça nous permet vraiment d'avoir une tranquillité d'esprit à ce niveau-là. Ça nous permet aussi de ne pas avoir recours au crédit à la consommation, parce qu'on le sait bien, ces crédits-là ont des taux d'intérêt vraiment phénoménaux, et ça peut des fois avoir, comment dire, des trucs, enfin ça peut monter à des sommes de dingue pour une petite somme empruntée. Donc effectivement, si ça peut vous éviter ça, eh ben ma foi, c'est un soulagement, hein. Et une autre chose également, ça nous évite évidemment de se retrouver à découvert, puisqu'on a déjà ce petit bas de laine dont je vous ai parlé, hein, donc le fonds d'urgence. Voilà, dans tous les cas, voilà, vous savez très bien que si vous demandez si vous êtes à découvert, eh bien, qui est-ce qui se régale dans cette histoire? Eh ben, c'est la banque, puisque la banque, elle sera toujours gagnante, hein, elle vous fera payer des agios, vous serez toujours en difficulté. Et puis, ben voilà quoi, c'est un cercle qui n'en finit pas, ou qui met beaucoup de temps. Ça en finit, mais en tout cas, ça met beaucoup de temps à se résorber. Et si vous pouvez éviter ce tracas-là, et ben ma foi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, hein. Faut bien se rappeler quand même que la banque, c'est quand même un truc mercantile, hein. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de prendre un pourcentage sur les agios. À la limite, si vous êtes à découvert, même plus vous êtes à découvert, et plus la banque peut être intéressée finalement, puisque elle se nourrit des agios que vous allez devoir payer. Donc bon, pas sûr, hein, voilà. Et puis enfin, grâce au fonds d'urgence, en fait, ou épargne de précaution, vous l'appelez comme vous avez envie, eh bien on peut en fait on peut faciliter la vie tout simplement, hein. C'est rassurant. On est tranquille, c'est notre coussin de sécurité. On évite des nuits blanches à se demander comment on va payer nos factures. Vraiment, voilà, si on peut dire pourquoi, c'est toutes ces choses-là que j'ai mis en avant. Vraiment, ça, c'est important. Ensuite, la troisième chose dont je vous ai parlé, c'est comment définir ses besoins. Besoins. Eh bien déjà, avant toute chose, on va voir déjà, avant de commencer à définir nos besoins, on va déjà regarder si on a des dettes ou pas. Idéalement, je dis bien idéalement, vu qu'il y a un taux d'intérêt très important au niveau des dettes, on va peut-être d'abord, de façon judicieuse, et essayer de rembourser tout ou partie de ces dettes. Tout ou partie, parce que quelquefois, bon, on peut pas, et c'est toujours, c'est rassurant quand même de pouvoir mettre un tout petit peu de sous de côté, mais si on peut déjà partir avec une base vierge, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dettes, et à ce moment-là, on peut commencer notre fonds d'urgence.
Mais comme je vous dis, vous pouvez quand même, avec des dettes, commencer peut-être à mettre même que 10 € par mois de côté sur le fonds d'urgence, même en ayant des dettes. Ça peut vous stimuler aussi en vous disant, ben voilà, tout doucement, ça va compenser et ça ira mieux. Donc voilà, ça c'est important. Et toujours se dire que toutes les petites sommes que vous aurez remboursées, chaque fois que vous aurez remboursé une somme à votre banque, c'est toujours une capacité supplémentaire que vous aurez pour mettre de côté. Ça c'est important aussi. Donc l'argent, en fait, l'argent que vous avez, voilà, que vous avez mis dans les crédits, ben, c'est des agios. Ben, si vous les avez pas en agio, ils seront dans votre porte-monnaie. Et voilà, et c'est quand même vraiment mieux. C'est vraiment notre bouée de sauvetage, hein, en fait. Donc, c'est important de se dire qu'est-ce qu'il y a comme priorité. La priorité absolue, effectivement, c'est vraiment de faire son fonds d'urgence. Et qui plus est, si vous avez des revenus modestes, hein, c'est encore plus important parce que voilà, peut-être que à vous on prêtera pas parce que vous n'avez pas de sous aussi, parce que ça peut être ça. Hein, si vous êtes endetté à un taux, par exemple, je sais pas moi, les crédits immobiliers qui sont à 33%, je crois, comment dire, vous pouvez pas être endetté à plus de 33% sur les impôts, sur l'immobilier. Et bien, si vous avez besoin de recourir à autre chose comme crédit, ben, vous allez être coincé. Alors que si vous avez votre fonds d'urgence, eh bien ma foi, vous pourrez quand même continuer à vivre, hein, parce que c'est pas parce qu'on paye son appartement pendant 20, 25 ans, 30 ans, qu'on n'a pas le droit de continuer à vivre et à se faire plaisir. Ça c'est primordial, hein. C'est pour la santé mentale aussi tout ça, hein. Donc avant de calculer les besoins en termes de montant, et en fait on va plutôt voir déjà les charges qui sont liées au foyer. Et on va regarder s'il y a besoin, on dit en général 3 mois, hein, par rapport à toute la littérature que j'ai vue, on considère 3 mois de charge sur un foyer, donc ce que vous calculez dans votre budget, vous savez les budgets que vous faites chaque mois. C'est ce que vous définissez comme charge fixe, en fait. Hein. Tout ce qui est charge fixe, tout ce qui part tous les mois, hors loisirs, hors plaisir, vraiment la base de la base. Alors, on dit 3 mois pour les gens qui sont, qui sont employés. Dans l'idéal, eh ben, malheureusement pour les gens qui sont leurs propres patrons, eh ben, ça peut monter jusqu'à 6 mois, ce qui est énorme. Mais vous savez très bien que les gens qui sont, qui sont seuls acteurs de leur rentrée d'argent, eh bien, il faut absolument qu'ils n'oublient pas que, ben, voilà, s'ils sont en maladie, ben, eux, c'est même pas une petite perte de revenus, c'est 0 revenu. Donc il faut malheureusement pour ces personnes-là être obligé de capitaliser davantage dans leur fonds d'urgence, de mettre beaucoup plus d'argent dans leur fonds d'urgence. Et c'est souvent pour ça qu'on dit jusqu'à 6 mois de charge pour être relativement stable. Donc voilà, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré pour les personnes lambda, pas pour les auto-entrepreneurs, mais plutôt pour des gens qui sont salariés en tout cas, je considère, puisque c'était mon cas, 3 mois de charge. Déjà, moi je dis que si on arrive à atteindre ce 3 mois de charge complète, hein, d'ailleurs ça va être assez long à mettre en place, mais si on arrive à avoir 3 mois de charge d'avance, et bien ma foi, qu'est-ce qu'on va être content, et surtout que, comment dire, les 3 mois là, c'est pas 3 mois et puis c'est tout. Si vous avez la capacité à mettre beaucoup plus, libre à vous, c'est une chance phénoménale. Mais en tout cas, là, c'est vrai que 3 mois, c'est déjà indispensable. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le budget prévisionnel de mes épargnes de 2025. Tout doucement, j'arrive à atteindre le but que je me suis fixé. Et je me suis donné un laps de temps pour y arriver. Ça, c'est pas quelque chose en 3 mois. Vous n'allez pas vous dire en 3 mois, je dois mettre 3 mois de côté. En 3 mois, c'est juste inimaginable, à moins que vous ayez gagné au loto. Mais bon, c'est un travail de longue haleine, ça c'est clair. Et voilà, il faut que vous ayez votre temps, que vous ayez défini votre temps, que votre objectif soit atteignable. Ça, je vous l'ai déjà dit, pour ne pas vous démoraliser, parce que c'est vrai que
ça peut être un peu frustrant et un peu inquiétant de voir qu'on a une somme importante à mettre de côté et que là, tout de suite maintenant, ça n'est pas possible. Donc, il ne faut surtout pas se décourager. Il faut rester rigoureux et avoir de la discipline pour pouvoir mettre en place ce fonds d'urgence. Mais croyez-moi que c'est vraiment indispensable. Donc, la quatrième étape, ça va être de calculer. Comment calculer le montant de son fonds d'urgence? Calculer le montant. Et bien, comme je vous ai dit, donc déjà, vous regardez les 3 mois. Voilà. Comme c'est en la méthode budgétaire base 0, et bien vous avez vu, donc on établit déjà le budget, ça vous l'avez vu, et on met tout à plat, hein. On revérifie tout dans le fonds d'urgence, on revérifie tout. Donc on va regarder effectivement nos revenus, on va regarder éventuellement les aides, si on a de la CAF ou des choses comme ça, des aides pour les jeunes enfants, les aides au logement, tout ça. C'est des choses qui peuvent varier en plus dans le temps, hein, parce que ce que vous avez aujourd'hui, peut-être que demain, vous ne l'aurez plus. Donc, il va falloir quand même, le prendre en compte. Et vous comptez également les pensions alimentaires. Hein. Donc, on va peut-être toujours prendre un petit crayon autre. Donc, on a dit ici les revenus, les aides sociales, les pensions diverses. Donc tout ça, c'est ce dont vous aurez besoin cumuler tous les mois. C'est ce que vous avez besoin tous les mois. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qui vous aide à vivre, en fait. Et c'est ce qu'il va falloir, en fait, prendre en compte, à se dire, est-ce que tout ça, les pensions, par exemple, les pensions alimentaires, il y a des parents qui, pour diverses raisons, ne vont pas verser 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même, ils oublient, de verser la pension pour les enfants. Eh bien, il va bien falloir quand même compenser ça, parce que les enfants, ils auront quand même besoin de manger, de faire des activités comme vous avez prévu. On ne peut pas toujours priver les petits non plus. Et donc, c'est tout ça, là, tout ce qui est rentré comme ça tous les mois, qu'il va falloir calculer. Voilà, donc ça, c'est important. Donc ça, c'est ce qui rentre. Ensuite, ce qui sort, eh ben, c'est les dépenses obligatoires. C'est ce que je vous ai dit, hein, les postes dépenses les plus importants. Ben, si vous avez des crédits, eh bien, le jour où vous perdez votre travail, ou bien si vous êtes en arrêt maladie, ben, les crédits, ils courent toujours. Peut-être, vous allez peut-être être obligé de mettre en suspens ce truc-là, si vous le pouvez, mais ils vont encore être demandés par vos organismes de prêt. Donc, il va falloir pouvoir régler les sommes que vous avez, pour lesquelles vous vous êtes endetté. Il va falloir payer votre logement, il va falloir voilà, les frais de nourriture, les frais de transport, les gardes d'enfants, tout ça, il faut tenir compte de tout ce qui va ensuite partir. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a fait en termes de budget. Les choses qu'on nous montre un petit peu, qu'on vous montre toutes dans nos chaînes, comment on calcule notre budget. Donc ça, c'est important de visualiser ce que vous allez avoir comme argent qui va rentrer, ce qui va sortir de façon impérative. Voilà, et ça, il va falloir, le jour où vous êtes en difficulté financière, parce que pour diverses raisons, hein, les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il va falloir quand même pallier à tout ça. Donc, effectivement, c'est nécessaire d'avoir cet argent-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle les besoins indispensables. Besoins indispensables. On en avait parlé en début de vidéo. Voilà, les besoins indispensables, c'est ce que vous pourrez peut-être pas payer vous, mais qui sont indispensables. Donc, ensuite, indispensable, c'est pas je sais pas moi, Canal+, c'est pas indispensable, voyez-vous. Vous allez peut-être pouvoir suspendre momentanément ou arrêter complètement ce genre de dépenses. Voilà. Alors pour ma part, comme je vous ai dit, j'ai regardé beaucoup d'articles, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé pas mal d'émissions concernant tout ça. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que en parallèle de ce fonds de secours,
le fonds d'urgence, pardon. Le fonds d'urgence. Moi, j'ai mis en parallèle ce que j'appelle le fonds de secours alimentaire. Et j'ai fait exprès parce que je voulais vraiment différencier. Le fonds de secours alimentaire, ce que je fais, c'est que je fais ce dont j'ai besoin par mois. Courses, ça va être oui, ça va être les courses. Chaque mois. Et je multiplie par 3 mois. Puisque ça, je vous ai dit, je me base sur un montant de 3 mois. 3 mois de fonds d'urgence. Voilà, donc là, les courses, c'est sur 3 mois. Et là, c'est une épargne que j'ai faite à part. Voilà, comme ça, je différencie. Si j'ai un souci simplement alimentaire, je vais piocher uniquement dans le fonds de secours alimentaire. Sinon, si c'est autre et ça rentre dans le fonds d'urgence, à ce moment-là, je prends dans le fonds d'urgence. J'ai vraiment eu envie de faire deux choses d'urgence vraiment en parallèle, hein. Donc ça c'est pour uniquement la nourriture et ça c'est, je vous dis, c'est pour la voiture, pour tout ce dont je vous ai énuméré tout à l'heure. Voilà, et ça c'est moi qui ai décidé et voilà, et j'ai, pour avoir lu pas mal de trucs, j'ai trouvé que c'était très judicieux, donc je l'ai mise en place. Voilà, donc comment je calcule, comment j'ai calculé mon histoire? Eh bien, par exemple, mes revenus, on a dit 1900 €. Mes charges incompressibles, toutes les charges que j'ai, toutes les charges fixes, hein, puisqu'on met le fonds de secours alimentaire à part, mes charges fixes indispensables, celles que, voilà, l'EDF, pas l'EDF, mais les impôts, les trucs comme ça, tout ce qui va tomber tous les mois, je suis à 900 € tous les mois. Ça, c'est le minimum. Voilà. Et ça, c'est pas la bouffe, hein, c'est vraiment que ça. Donc, moi, je me dis que je voudrais mettre 50 € minimum sur mon fonds d'urgence. Et ce qui m'importe, en fait, c'est de... Voilà, ça, c'est ce que je voudrais faire. Mais peut-être que ça serait pas réalisable. Ça, je vous ai déjà fait la petite vidéo budget prévisionnel. Donc, on va s'attacher simplement au calcul du fonds d'urgence. Donc, ça, c'est ce qui rentre. Ça, c'est ce qui doit sortir tous les mois. Donc, si chaque mois, j'ai 900 € par mois et que j'ai décidé quand même que ça soit 3 mois de bas de laine, on va dire, hein, et ben on va faire x3. 3 x 9, 27. Ça fait 2700 €. Moi, j'arrondis à 3000 parce que je préfère l'arrondir. Mais ça voudrait dire que de toute façon, pour avoir mon fonds d'urgence et être tranquille, il me faut 2700 € par rapport à l'entrée que j'ai moi et surtout les charges fixes que j'ai. Voilà, pour pallier à ça pendant 3 mois, il me faut 2700 €. Voilà, donc c'est vrai que c'est balèze, mais bon, c'est comme ça, ça permet en même temps de fixer. C'est pas parce qu'on ferme les yeux ou qu'on met les mains devant les yeux pour ne pas voir que ça n'existerait pas. Donc voilà, une fois pour toutes, on met les choses à plat. Des fois, ça peut faire mal, mais au moins, on sait où on va. Hein. Faire la politique de l'autruche, ça n'amène jamais de bonnes choses. Parce que quand on tombe encore de plus haut. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, j'ai regardé, pour vous donner un petit exemple par rapport à moi. Donc moi, ça, c'est le chiffre, c'est les 3000 que j'ai décidé de faire, juste de façon informative. Eh bien... j'ai, par exemple, moi j'ai mis déjà 1750 € de côté. Ça veut dire qu'il me faut encore 1250 € pour pouvoir combler et remplir cette épargne-là de fonds d'urgence. Eh bien, j'ai fait 1250. Je vais vous l'écrire ici. Hein. Donc, il me reste donc 1250 € à mettre dans cette épargne. Eh bien, si je considère que je veux mettre 50 € par mois, eh bien, je fais 1250 € divisé par 50. Et ça veut dire que si je mets que 50 € par mois, ou si je mets déjà 50 € par mois, ça veut dire que j'ai encore 25 mois pour mettre
en place, atteindre mon objectif sur mon fonds d'urgence. 25 mois, ça fait 2 ans et 1 mois, donc voilà. Donc sachant bien sûr que moi, et je vous conseille aussi de faire ça, le fonds d'urgence, vous pouvez rajouter des petits défis qui vont peut-être vous cumuler ce fonds d'urgence-là. Moi, vous savez que le 52 enveloppes, ils m'aident à booster mon fonds d'urgence. Donc même si je ne mets pas 50 € par mois, je sais que je vais avoir un petit fonds qui va pouvoir booster davantage et réduire probablement les 25 mois à beaucoup moins si je le peux. Voilà. En calcul simple, hein, on peut refaire le calcul simple si on veut parler du fonds d'urgence, du fonds de secours alimentaire. Moi, j'ai, je vous ai dit 90 € par semaine. Et on considère qu'il y a 4 semaines dans un mois. Hein, je ne vais pas compter la 5e semaine puisque j'ai quand même une enveloppe dédiée. Alors 4 semaines par mois, ça fait 1 mois. J'ai décidé que c'était sur 3 mois. Donc 3 mois, ça fait 12 semaines. Vous êtes d'accord? Eh bien, ça veut dire 90 fois 12, ça fait dire 1080 € dans mon fonds de secours alimentaire. Donc on refait les mêmes calculs. Je l'ai basé à 1000 € celui-ci. Alors 1000 € au lieu de 1080, mais ici 3000 au lieu de 2007. Ça s'équilibre plus que tout. Et là vraiment vous êtes rassuré puisque vous allez faire en sorte d'avoir vraiment sur 3 mois l'enveloppe nécessaire pour un fonds d'urgence. Voilà, donc tout ça, moi je sais que j'ai quand même commencé ces épargnes-là, cette épargne-là, je ne l'ai pas commencé en début lorsque j'ai commencé mes enveloppes. J'ai simplement commencé ce fonds d'urgence-là en juillet 2023. Donc c'est, vous voyez, tout est possible. L'idéal, si vous le pouvez, c'est faites-le le plus vite que vous commencez vos enveloppes. Franchement, c'est un conseil que je peux vous donner, un conseil par rapport à mon expérience propre. Hein. Encore une fois, je suis pas du milieu, mais c'est juste une expérience que je partage puisque ces chaînes-là, nos chaînes, c'est du partage d'expérience. Donc voilà. Et voilà, je trouve du coup qu'en faisant comme ça, en mettant des sous comme ça de chaque mois de côté pour pouvoir faire notre fonds d'urgence, eh bien ça nous donne en plus la valeur ajoutée, c'est la valeur sur l'argent que j'y mets. Je sais combien ça a été difficile de mettre cet argent-là en place. Donc clairement, je considère vraiment que c'est un fonds d'urgence parce que si je pioche dans ce fonds d'urgence-là, ça a été un dur labeur que de mettre ces sous de côté. Donc, vous voyez, ça donne encore plus de poids sur l'argent que vous mettez là, de la valeur sur ce que vous avez fait comme épargne. Moi, je trouve ça hyper important. Donc voilà, donc ça c'est du terme long, voire très long terme. Hein. Ne vous mettez pas martel en tête. Pensez bien que ça va être quelque chose qui va être de longue haleine. Et puis, ben, ma foi, on va finir par la 5e chose, c'est où mettre cette épargne. Alors, j'ai regardé sur le site servicepublic.fr pour vous donner un peu des indications qui soient plus justes. Hop, je vous remets ça comme ça. Hop, voilà. Et donc, bien sûr, c'est une somme très très conséquente qu'on ne garde pas à domicile. Hein, vous êtes d'accord? Ça, c'est des trucs qui n'ont pas trop de sens dans la mesure, en plus, si on peut leur donner la possibilité de faire des petits intérêts à ces épargnes-là, ben, c'est bénéfique pour nous tous. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, dans mon enveloppe fonds d'urgence, je mets que des billets factices, hein, puisque ça part directement à la banque. Et qu'est-ce que je fais? En fait, bien que ça soit dématérialisé, hein, puisque vous savez que moi, mes billets, ça me permet quand même d'avoir un œil sur ce que j'ai mis de côté en épargne, et ben, je me dis que cet argent-là, de une, ça fait des petits, puisque c'est en
en banque avec intérêt, et de deux, je risque pas de me le faire prendre, hein, cet argent-là, et ni de piocher dedans, parce que quand je l'ai à la maison, peut-être que je pourrais me dire, allez, c'est pas grave, je peux piocher dedans, que là, bon, il faut faire un virement, machin, c'est un peu plus, pas contraignant, mais pour le coup, voilà, on est un peu plus, ça nous freine un peu, voilà. Alors par contre, puisque je parle de ça, je voulais quand même vous dire une chose, c'est qu'il faut impérativement que là où vous allez mettre votre argent, qu'il soit disponible, mais vraiment immédiatement. Hein. Quand c'est une urgence, ça ne se programme pas. Il ne va pas falloir attendre je ne sais combien de temps pour pouvoir débloquer. Donc par exemple, si vous avez des actions, des choses comme ça, eh bien peut-être que vous n'allez pas pouvoir les débloquer tout de suite. Donc j'ai regardé un petit peu donc sur le site de servicepublic.fr. Donc ça c'est des chiffres d'intérêt pour les intérêts à partir du 1er février, et je vais vous donner quelques petites indications. Donc vous pouvez les mettre dans plusieurs endroits. On va commencer par le premier, le plus simple, celui que tout le monde a, c'est le livret A. Le livret A, eh bien c'est un livret d'épargne. Vous ne pouvez en avoir qu'un seul. Donc là, ça c'est clair que du coup, bah voilà, hein, une fois que vous avez, comment dire, vous avez votre livret, et ben il n'est qu'à vous, mais il n'y en a pas d'autres. Le livret A. Alors, je vais vous donner des chiffres, ça peut être un petit peu casse-pied, mais voilà, si je vous les donne parce que je trouvais que c'était nécessaire et important. Donc le plafond du livret A, c'est montant maximal de 22 950 €. L'intérêt annuel passe à 2,4%. Et c'est exonéré d'impôts. Donc ça aussi, c'est important de regarder ça. Donc ça, c'est pour le livret A. Le LDDS, ce qui est anciennement appelé Codévi, donc qui s'appelle le livret de développement durable et solidaire, c'est un seul DDS par personne. Le plafond maximum pour y mettre ses petits sous, c'est 12 000 €. L'intérêt annuel, c'est 2,4%. Et ça aussi, c'est exonéré d'impôts. Le LEP. Le LEP, c'est un livret d'épargne populaire. Il est soumis à des conditions de ressources, donc tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et c'est un seul LEP par personne. Le plafond maximum pour pouvoir mettre ses petits sous, c'est 10 000 €. Et là, l'intérêt annuel est de 3,5%. Mais bon, c'est soumis à condition celui-ci. Et il est exactement, les intérêts sont aussi exonérés d'impôts. Et ensuite, dernière catégorie, c'est le compte ou livret d'épargne bancaire. Alors là, c'est des conditions qui sont fixées par chaque organisme bancaire. Le plafond, bah, c'est la banque qui décide du plafond, ou bien de pas de plafond, ça dépend des banques. C'est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Et il y a des intérêts annuels qui sont variables selon les banques. Par exemple, Boursorama, hein, voilà, je vous en parle beaucoup, c'est à 2,5% en brut. Voilà. Donc là, ça aussi, c'est important. Voilà. Alors, pardon, j'ai mes petites feuilles qui se barrent un peu en sucette. Voilà. Donc, ce qu'il faut quand même se rappeler dans tout ça, c'est que quand on fait une épargne, hein, en fonds d'urgence, c'est qu'elle doit être faite sans risque, qu'elle doit être accessible et débloquable très rapidement. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'urgence n'attend pas. Et si en plus, elle peut vous rapporter un peu d'argent, bah, ma foi, c'est pas négligeable. Voilà. Donc attention, il y a des placements qui peuvent être ou bloqués ou à risque. Hein, actions, fonds de pension. Alors, il y en a qui sont débloquables, d'autres qui ne le sont pas. Peut-être que ça peut rapporter plus, mais il y a un risque peut-être aussi qui n'est pas négligeable. Et voilà, donc moi je pense que tant qu'on n'a pas suffisamment de sécurité financière, voilà, jouer à la bourse, peut-être, enfin, c'est peut-être un peu risqué. C'est un avis qui m'est propre, hein, c'est pas, voilà, c'est un avis qui m'est propre. Voilà. Donc je résume très très brièvement, puisque voilà, c'était quand même un peu long cette vidéo. Un coup dur, c'est égal fonds d'urgence ou épargne de précaution. Voilà. Comme en général, les coups durs, hein, je vous parlais de la loi de l'emmerdement tout à l'heure,
il y a un coup dur, il y a toujours un deuxième qui arrive, du style, il y a une voiture qui tombe en panne, et pam, la machine à laver qui tombe en panne, et ben voilà, on n'a pas toujours le temps de faire surface. Ce que je voulais juste vous dire par contre, c'est que dès que vous avez pioché dans votre fonds d'épargne de précaution ou fonds d'urgence, vous l'appelez encore une fois comme vous en avez envie, l'objectif il est le même, c'est de se dépanner en cas de grande difficulté, et bien surtout ne pas penser qu'il ne faut pas remettre les choses très très rapidement en place, c'est-à-dire bah, tant pis, vous avez pioché dans votre fonds là tout de suite, vous avez été en grande galère, et ben dès le mois prochain, et ben même si c'est 10 €, et ben vous remettez tout de suite 10 € jusqu'à ce que vous puissiez avoir la capacité de mettre davantage, hein. Chaque petit euro, je vous le dis sans cesse, même si c'est long à mettre en place, ne vous découragez pas. Les 10 € que vous y avez mis, eh ben c'est 10 € de mis, c'est tout. Voilà, c'est pas... il faut arrêter de penser que c'est pas suffisant et du coup on le fait pas. Si, il faut le faire. Je vous l'ai dit plein de fois. Et voilà, j'essaye de vous soutenir dans vos démarches de mise en épargne. C'est justement quand on a encore le moins de possibilités qu'on doit être encore le plus satisfait de mettre 5 €, 10 €, 20 €. Parce que oui, quand vous allez être dans la galère, eh ben vous serez bien content d'avoir, même si vous n'avez pas atteint vos objectifs que vous vouliez atteindre, on s'en fiche qu'ils soient atteints ou pas. Idéalement, quand ils sont atteints, c'est formidable. Et s'ils ne le sont pas, eh ben c'est toujours ça que vous pouvez avoir en cas de grande difficulté. Voilà, vous aurez un avenir bien plus serein. Voilà, bon écoutez, j'espère qu'en tout cas, j'ai été assez claire. Je sais que c'est assez rébarbatif ce genre de vidéo, j'en conçois bien malheureusement la difficulté d'écoute, néanmoins l'importance de mettre en place ce genre d'épargne, elle est fondamentale à mon sens. Moi je suis convaincue de l'utilité de ce fonds d'épargne. D'ailleurs, vous allez pouvoir regarder sur plein de chaînes. Il y a plein de filles qui ont eu des gros moments de galère. Et elles le disent toutes, quoi. Le fonds d'urgence, il est indispensable, vraiment. Donc faites-vous confiance, surtout faites-vous confiance, que chaque petit euro que vous allez mettre dedans, ça a son importance. Il faut être patient, mais je suis sûre que vous l'êtes. Et vous allez être fiers de vous parce que ce que vous avez réussi à faire, eh ben, ça va être pour mieux vivre ensuite. Et ça n'a pas de prix. Voilà, et bien écoutez, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère avoir été un petit peu plus clair par rapport à ce fonds d'urgence. Et je vous dis à très vite pour des vidéos un peu plus digestes. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye!